Le flop des Chroniques de Riddick a bien failli enterrer la saga pour de bon. Avec un score au box-office de seulement 115 millions de dollars pour un budget de 105 millions, l'ambitieux space opéra de David Twohy mené par Vin Diesel a fait ce que l'on appelle communément un énorme four. Un énorme four qui a profondément affecté Vin Diesel et son ego démesuré. Parce que lui, il y croyait. Les Chroniques de Riddick, c'était pas juste un space opéra à gros budget, c'était le début d'une trilogie. Sa trilogie. Et forcément, chez Universal, ils étaient pas chauds du tout pour remettre le couvert. Pendant quelques temps, Diesel et Twohy ont donc mis Riddick de côté, l'espoir de voir se concrétiser une nouvelle aventure du furien Nyctalope sur grand écran devenant de plus en plus improbable à mesure que le temps passait. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on peut compter en toutes circonstances, c'est bien la ténacité des fans. Parce que eux, ils n'avaient que faire des obstacles qui se dressaient sur la route de Diesel et Twohy. Ils voulaient le retour de Riddick quoi qu'il en coûte. Ils iraient même jusqu'à payer de leur poche si ça pouvait aider à financer le film. Voilà le genre de proposition que recevait régulièrement Diesel sur sa page Facebook. L'envie de retrouver ce personnage et son univers semblait donc bien présente du côté du public. Assez pour convaincre Diesel qu'il fallait absolument trouver un moyen de faire revenir son personnage fétiche pour un troisième film. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va parler de Riddick. En 2006, soit 2 ans après la sortie des Chroniques de Riddick, Vin Diesel décide de faire bouger les choses en tentant de récupérer les droits du personnage auprès d'Universal. Le problème, c'est que le studio dit non. Ouais, pas envie. Mais peu après, la situation finit par tourner à l'avantage de l'acteur. Parce qu'il semble qu'Universal a besoin de lui. Well, how the turntables... Le studio veut absolument qu'il vienne faire un caméo dans le 3e opus de Fast and Furious, saga dont il s'est éloigné depuis le premier film et qui semble en perte de vitesse. Elle était facile. Les projections test de Tokyo Drift, le dernier film en date n'étant pas sensationnel, Universal voudrait faire revenir Diesel le temps d'une scène, histoire d'amadouer les fans et d'amorcer son retour dans un futur 4e opus. Un opus dont Diesel serait le producteur. Se sentant en position de force, l'acteur pose une condition. Il viendra tourner son caméo, mais il veut les droits du personnage de Riddick en contrepartie. Il dit même non à son cachet. Tout ce qu'il veut, c'est la possibilité de produire lui-même le 3e opus de sa saga de science-fiction. Et Universal dit banco. Diesel pouvait désormais faire ce qu'il voulait de la franchise. Il était passé de simple acteur sur le premier film à producteur sur le second, puis détenteur des droits via One Race Films, sa société de production. Il n'y avait plus qu'à. Ce qui était sûr, c'est qu'il le ferait avec David Twohy. Il n'était pas question de ne serait-ce qu'envisager de tourner un film sur Riddick sans son partenaire à l'écriture et à la mise en scène. Et en 2007, le réalisateur prend la parole sur son site internet. Les demandes des fans ont été entendues. Mais ce futur 3e film ne sera pas produit par Universal, mais par le circuit indépendant. Par conséquent, il ne s'agira pas d'un blockbuster épique, mais d'un retour aux sources de la saga, avec une histoire plus resserrée, dans la veine de Pitch Black. Les plans d'origine concernant la suite des Chroniques, qui devaient voir Riddick partir explorer l'antéverse, sont donc mis de côté par Twohy et Diesel. Ce serait juste impossible à financer sans l'appui d'un gros studio. Bon, le truc, c'est que là, David Twohy, il est occupé par le tournage du thriller Escapade fatale avec Timothy Olyphant et Milla Jovovich. Ce n'est donc qu'en 2009 que le réalisateur retrouve finalement Diesel chez lui pour écrire les grandes lignes du 3e chapitre de la saga Riddick. Mais que faire? Quelle histoire raconter? Quelle direction prendre? Si la décision est prise de raconter une histoire à plus petite échelle en comparaison des Chroniques, l'univers de Riddick reste vaste, les possibilités sont donc nombreuses. Mais de toute façon, tout allait dépendre du budget qu'ils allaient parvenir à récolter. Pour commencer, il faut donc calculer le budget idéal, celui qui leur permettrait de faire le film qu'ils voulaient sans pour autant prendre de très gros risques financiers. Le but étant évidemment de faire un film rentable. En tenant compte du box-office des Chroniques de Riddick, Diesel et Hetfield, producteurs historiques de la saga, en arrivent à la conclusion que le budget idéal oscillerait entre 30 et 40 millions de dollars, pas plus. Un budget loin des 110 millions de l'opus précédent, mais qui garantissait un contrôle créatif total à Diesel et Twohy, leur permettant de faire le film qu'ils voulaient, sans pression de la part des studios et au classement R. Sachant qu'un classement R, c'est rarement synonyme de gros succès au box-office sur le territoire américain. On est dans un monde où Deadpool, Logan et Joker n'existent pas encore. Parce qu'au fond, que veulent voir les fans? Riddick en action. Tout simplement. Peu importe qu'il se balade à travers toute la galaxie. Un film se déroulant sur une seule planète où l'on verrait le personnage faire toutes sortes de ridickeries suffirait amplement à satisfaire les fans. Twohy écrit donc un traitement dans lequel Riddick est laissé pour mort sur une planète hostile, sur laquelle il devra faire face à toutes sortes de dangers. Ah, toutes sortes de dangers, c'est rien de le dire. Pour l'avoir vécu, j'aime autant te dire que cette planète, c'était pas la grosse marade. Une odeur pestilentielle, quasiment pas d'eau, un soleil à peine moins chaud que celui de Crématoria, et le pire, c'était les repas. Dis-moi, t'as déjà survécu à ton dîner ? Et je te parle pas d'intoxication alimentaire, bonhomme, je te parle d'un dîner où c'est le dîner qui essaie de te bouffer. Alors quand je suis enfin rentré sur Terre, j'ai juré, plus jamais ça. Et c'est là que j'ai découvert HelloFresh. Avec HelloFresh, chaque semaine je reçois un colis avec tout ce qu'il faut pour cuisiner des plats variés, équilibrés et surtout sans avoir à risquer ma vie. Au programme, des ingrédients frais et des recettes tellement simples que même un mercenaire comme Tooms pourrait passer pour un chef étoilé. Et crois-moi, Tooms, c'est pas la lumière la plus aiguisée du lavabo. Et je t'ai pas parlé du meilleur. En ce moment, avec l'hiver qui arrive, HelloFresh te régale avec des recettes réconfortantes à base de fromage. Et en plus de ça, ils ont l'offre parfaite pour survivre au froid. 2 mois de fromage offert avec un choix tellement varié que tu pourras en découvrir un nouveau par semaine.
Tu peux commencer comme moi par un bon risotto à base de Cantal AOP par exemple. Oh là là, ce que c'est bon. Pour en profiter, rien de plus simple, scanne ce QR code ou utilise mon code promo Guillaume Cheese. Et ensuite, à toi les 2 mois de fromage offerts et les repas à partir de moins de 3 € par portion. Alors régale-toi et passe un bon hiver avec HelloFresh. Les Chroniques de Riddick Dead Man's Talking, titre de travail de ce nouveau film, sera donc un survival. Et si Diesel ne dirait pas non à l'idée de faire de Riddick le seul personnage du film, Tui n'est pas spécialement emballé à cette idée. D'autres personnages feront donc leur entrée dans l'acte 2. L'acte 1 sera quant à lui effectivement centré sur un Riddick solitaire essayant de survivre dans un environnement hostile. Tui prenant comme source d'inspiration Jeremiah Johnson avec Robert Redford. Dans le courant de l'année 2009, il achève l'écriture du script, et en 2010, Diesel et Ted Field se rendent au marché du film européen de Berlin pour y trouver des distributeurs. Et ça marche plutôt pas mal mine de rien. Riddick est alors le film le plus convoité du festival sur le marché des préventes, ce qui rassure tout le monde. Avec des distributeurs dans l'équation, le film pourrait trouver des financements beaucoup plus facilement. De retour à Los Angeles, ils se mettent en quête d'un distributeur pour les territoires américains et canadiens, et 3 studios font part de leur intérêt. Sony, Film District et Universal, à la grande surprise de David Tui. Ouais, parce qu'à la base, il leur avait bien fait comprendre qu'il voulait plus jamais entendre parler de Riddick. Ce sera donc Universal qui distribuera le film. Un appui conséquent qui retire encore plus de pression de leurs épaules. Avec un tel distributeur, ils étaient sûrs de pouvoir assurer une sortie en salle d'envergure et toucher un public beaucoup plus large que ce qu'ils auraient pu espérer autrement. Et puis Diesel part tourner Fast and Furious 5, ce qui laisse le temps à Tui de peaufiner son script en attendant que les choses se mettent en place. Et ce sera finalement le cas en juin 2011, peu après le carton de ce fameux Fast and Furious 5 qui permet à Diesel de faire accélérer les choses. Tui l'annonce lui-même. Après toutes ces années de développement, la ligne d'arrivée est enfin en vue. Quant à Diesel, il déclare qu'il fera l'impasse sur son salaire pour produire le film. Et pour info, il a carrément dû hypothéquer sa maison pour permettre au film de voir le jour. Ouais, il l'aime bien son Riddick. Et c'est ainsi qu'en septembre 2011, la pré-production démarre officiellement à Montréal au sein des studios Mels. Et voilà pas qu'on annonce dans la foulée le retour de Karl Urban, hyper content de reprendre son rôle de Vaco. L'équipe de pré-prod entame donc le travail sous le houlette du chef décorateur Joseph Nemec III avec un budget de 38 millions de dollars. Le film semble enfin sur de bons rails. Et puis c'est la douche froide. Le 29 octobre 2011, tout est stoppé, et l'équipe se voit refuser l'accès au studio montréalais. En clair, ils sont mis à la porte. La raison, One Race Film avait soudainement cessé de payer le studio et ses techniciens. Apparemment, quelqu'un parmi les avocats chargés de remplir tous les documents pour contracter le prêt permettant de financer le film aurait oublié de remplir un formulaire. Ou la boulette. Résultat, la prod n'avait plus accès à l'argent de la banque et les factures ne pouvaient par conséquent plus être payées. Michel Trudel, le propriétaire du studio, décida donc de leur fermer la porte à la tronche, privant même les membres de l'équipe d'accéder à leurs propres ordinateurs portables. Ainsi, pendant quelques temps, Diesel devra puiser dans ses fonds perso pour avancer les paiements de l'équipe en attendant que les choses rentrent dans l'ordre. Le problème, c'est qu'il faut vite que ça rentre dans l'ordre, parce que les droits de Riddick sont sur le point d'expirer. Ouais, si la pré-prod ne reprend pas rapidement, Universal récupérera les droits et Diesel et Tui pourront dire adieu à ce 3e film. Mais heureusement, les choses ne vont pas en arriver là. Et après quelques semaines de doute, le prêt est finalement débloqué, permettant à l'équipe de revenir à Montréal à la fin du mois de novembre. Le truc, c'est que tous ces contretemps ont causé un autre problème, et pas des moindres. Ouais. Pas facile cette histoire, hein. Parce qu'à l'origine, Tui ambitionnait de tourner le film à l'automne, ce qui lui aurait permis de poser ses caméras en milieu naturel pour tourner une partie du film dans la région de Saskatchewan. Mais vu comme c'était parti, le tournage aurait plutôt lieu en plein hiver, ce qui allait grandement compliquer les choses. Ouais, parce que l'hiver au Canada, c'est souvent synonyme de neige. Tui doit donc dire adieu à son tournage en extérieur. L'intégralité du film sera tournée en plateau. Mais au moins, le film sera tourné. C'est déjà bien. Ainsi, Joseph Nemec III et son équipe font leur retour fin novembre au sein d'un studio sans toilette ni électricité, à 6 semaines du début du tournage. Ça va bien se passer. L'équipe artistique met donc la gomme pour concevoir les nombreux décors du film. Pendant quelques temps, ce sera du 7 jours sur 7, 16 heures par jour pour être à même de tenir les délais serrés. Comme on l'a vu, ce 3e opus prendra place sur une seule planète. Et Tui avait une idée assez précise de l'esthétique qu'il souhaitait mettre en place. Passionné d'astronomie, il a d'abord imaginé le système planétaire dans lequel ce monde pouvait exister. Et c'est ainsi qu'il imagina que sa source lumineuse serait une naine brune, une sorte de Jupiter qui apporterait un look très chaud à l'environnement de la planète. Un environnement pas hyper chillos par contre, parce qu'on y trouve toutes sortes de créatures prêtes à vous bouffer à la moindre occasion. Parmi ces créatures, les Mud Demons, littéralement les démons de boue, qui constitueront les principaux adversaires de Riddick au sein du film. Pour ce qui est de leur look, tout est parti d'un concept dessiné par Patrick Tatopoulos pour les Chroniques de Riddick. Un concept qui plaisait beaucoup au réalisateur, mais qui avait été laissé de côté. Ainsi, des années plus tard, quand il se mit à l'écriture du 3e opus, il décida d'utiliser ce concept comme base pour les créatures stars de ce nouveau film. Il s'agira de monstres bipèdes, avec une queue leur servant à la fois de leurre pour attirer leur proie et de dards empoisonnés pour les immobiliser. Et sinon, elles kiffent qu'on leur gratouille sous la gorge. Autre créature d'importance, les chacals. Quoi ? On dit des chacos? Là aussi, tout partira de croquis préliminaires de Tatopoulos qui seront retravaillés par d'autres artistes. Pour ce qui est d'aspect purement technologique, à savoir les armes et véhicules utilisés par les mercenaires, Tui opte pour un style rétro-futuriste, avec des sortes de motos à réacteurs évoquant des Harley-Davidson volantes. Concernant le casting, l'acteur espagnol Jordi Mola hérite du rôle de Santana, chef d'un groupe de chasseurs de primes sans foi ni loi qui est bien décidé à mettre la tête de Riddick dans une boîte. Un mec hyper fun. Et pour incarner Diaz, son bras droit, c'est un Dave Bautista pré-gardien de la galaxie qui est ravi d'endosser le rôle. À leur côté, Matthew Nebel est choisi pour prêter ses
ses traits à Buzz Jones, un autre chasseur de primes qui a une affaire personnelle à régler avec Reddick. Pendant le processus de casting, le stoïcisme de l'acteur et son regard triste avaient particulièrement plu à Toohey. On pouvait croire que ses yeux cachaient un profond trauma passé, ce qui correspondait parfaitement au personnage. Enfin, Kathy Sackhoff rejoint le projet pour incarner Dal, qui est quant à elle le bras droit de Buzz Jones. Principalement connue pour son rôle dans la série Battlestar Galactica, une série que ni Toohey ni Diesel ne regardaient, c'est son expérience de l'ASF et sa bonne condition physique qui permirent à l'actrice de s'imposer parmi 4 finalistes. Parmi les autres prétendantes pour Dal, la chanteuse Kerry Hilson. Mais s'il s'est avéré qu'elle ne convenait pas pour le rôle, Toohey avait tout de même suffisamment apprécié son audition pour lui écrire un petit rôle sur mesure, celui de la prisonnière de Santana. Une fois engagés, les acteurs furent invités à personnaliser leur apparence en ajoutant ou retirant des accessoires à leur costume afin de mieux s'approprier leur look. Batista décidera par exemple de se faire poser des extensions pour afficher un style aussi distinctif que possible. Et en plus de leur look, ils sont également encouragés à créer eux-mêmes l'histoire passée de leur personnage. Et une fois l'équipe au complet, le tournage démarre enfin en janvier 2012. C'était donc parti pour 48 jours de prise de vue, soit le tournage le plus court de la trilogie. Pour rappel, celui de Pitch Black avait duré 60 jours contre 130 pour celui des Chroniques. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, le planning de tournage serait bien différent de celui qui était initialement prévu, les prises de vue ayant lieu intégralement au sein des studios Mells, ce qui nécessita donc quelques ajustements, parmi lesquels pas moins de 300 mètres de fond vert et 200 plans à effet visuel de plus qu'initialement prévu, forçant Toohey à faire des concessions. Ainsi, une séquence de combat entre Reddick et une créature est totalement supprimée, de même qu'un personnage qui devait être entièrement conçu à l'aide d'effets visuels. Le réalisateur devra donc faire au mieux avec les moyens accordés, loin du tournage de tous les records des Chroniques de Reddick. Pour l'aider dans cette tâche, il fait appel au directeur photo David Egby, qui avait précédemment travaillé sur Pitch Black. Sur les Chroniques de Reddick, c'était Hugh Johnson, qui avait auparavant travaillé sur Armes égales de Ridley Scott, dont Toohey avait signé une version du scénario. Tout est lié. Bref, Egby était de retour sur la saga. Sur Pitch Black, Toohey et lui avaient eu recours au traitement sans blanchiment pour les scènes en extérieur, offrant au film une identité visuelle marquée et singulière. Et sur ce nouvel opus, ils optent pour une atmosphère baignée de teintes ambrées. Pour ce faire, le directeur photo utilisera des filtres bruns et des réflecteurs spéciaux, apportant ainsi un style visuel distinct à ce troisième opus. Et malgré l'envie de Diesel de tourner le film sur pellicule, Toohey et Egby utiliseront des caméras numériques, ce qui simplifiera grandement le tournage et la post-prod malgré le risque d'une image au rendu trop lisse et parfait, et donc artificielle. Toohey promet néanmoins à Diesel qu'il fera ajouter du grain à l'image en post-prod pour obtenir un look similaire à celui d'un tournage sur pellicule. Mais la post-prod est encore loin. Enfin, pas tant que ça en fait. Mais chaque chose en son temps. Malgré un budget limité, Reddick reste un film ambitieux dont le tournage prend place au sein de vastes décors. En tout, le film aura utilisé 15 décors répartis entre 4 plateaux. L'équipe devait donc être parfaitement organisée pour démonter et construire les décors au bon moment. Parmi les principaux décors, celui de la station de maintenance, bâti grandeur nature et divisé en plusieurs zones. Réfectoire, cuisine, espace détente, dortoir, atelier, le décor devait donner l'impression d'être parfaitement fonctionnel et d'avoir du vécu. Autre gros morceau à construire, le vaisseau de l'équipe de Buzz Jones, également conçu en taille réelle, avec porte et passerelle fonctionnelles et un train d'atterrissage conçu à partir de celui dans 747. Mais il faut aussi s'occuper des paysages naturels. Au programme, fosses boueuses, vaste étendue de sable jaune et formations rocheuses. Et pour leur donner vie, l'équipe simule tous les éléments nécessaires. Pluie, poussière, fumée, boue, bref, tout est mis en œuvre pour plonger les acteurs dans cet environnement. Pour s'y déplacer, les personnages utilisent les fameuses motos à réacteurs. Des versions pratiques sont donc fabriquées par l'équipe des effets spéciaux avec phare à écran GPS intégré. Et elles seront utilisées directement au sein des décors plutôt que face à des fonds verts. Une décision basée sur des raisons d'ordre pratique. En effet, les parties métalliques des véhicules auraient réfléchi le vert, ce qui aurait été un vrai cauchemar à supprimer en post-production. Et niveau cauchemar, c'est bon, on avait eu la dose. Concernant les créatures, s'il est prévu qu'elles prennent vie en post-production via l'animation 3D, elles seront parfois présentes sur le plateau sous forme de marionnettes conçues par Tinsley Studio, ce pour les séquences nécessitant une interaction avec les acteurs. Ainsi, un Mud Demon sera recréé aux 2 tiers pour un face-à-face avec Reddick qui se conclut par un ventre ouvert et des entrailles par terre. Et c'est pas celle de Reddick. Même chose pour les chacals, dont une version marionnette sera conçue spécialement pour la séquence d'ouverture. Au cours du film, Reddick est amené à en apprivoiser un. Le chacal aura donc un rôle d'importance pendant une grande partie du film, si bien qu'à l'origine, il était prévu de le faire interpréter par un chien. L'équipe des effets visuels aurait ensuite été chargée de lui appliquer des traits extraterrestres en post-production. Mais il ne fallut pas bien longtemps à l'équipe avant qu'elle ne réalise que cette façon de faire allait être en réalité extrêmement complexe et chronophage. Le chacal héros serait donc entièrement numérique. Sur le plateau, une silhouette grise servira de repère à l'équipe des effets visuels, leur permettant de positionner précisément le chacal dans l'espace et de disposer d'une référence lumière. De son côté, malgré la pression financière, Diesel est ravi de retrouver Reddick, tellement qu'il saute sur la moindre occasion de véritablement faire corps avec ce dernier en portant ses lentilles de contact. Parce qu'il faut savoir que c'était absolument pas indispensable. Pour créer le regard si spécifique de Reddick, tout reposera sur les trucages numériques. Mais l'acteur tenait cependant à porter les lentilles lors de journées spéciales. Par exemple, le premier jour de tournage de Karl Urban. C'est son petit kiff. Fin mars 2012, après un tournage express, le clap de fin résonne et le film entre en post-production dès le mois d'avril. Cette compagnie d'effets visuels se met alors au travail, se partageant les 900 plans à concevoir. Mais les principaux prestataires seront Moco Studios avec 321 plans et Method Studio qui en prend en charge une centaine. Le tout sous la houlette du superviseur des effets visuels Gunnar Hansen. Rien à voir avec l'acteur de Mosquito et Massacre à la tronçonneuse.
Chez Moko, on prend en charge la conception de toutes les créatures, les Mud Demons et les chacals donc, mais aussi les vautours et autres anguilles. Pour les chacals, ils feront appel à la motion capture sur de véritables Doberman histoire d'avoir des références à même de guider les animateurs. L'objectif étant que le comportement et les mouvements du chacal renvoient immédiatement à ceux d'un chien. Moko échange aussi avec l'équipe de Tinsley pour s'assurer de reproduire fidèlement les textures des marionnettes. Concernant la version juvénile du chacal, Tooie veut qu'il soit à la fois mignon et réaliste tout en étant foncièrement extraterrestre. Tout se jouera sur le regard pour que le public tombe instantanément sous le charme de la boule de poil. Pour chaque créature, un équilibre doit être trouvé entre des inspirations issues de la nature et une essence purement extraterrestre. Des textures de poisson sont utilisées pour la peau des Mud Demons, des piquants sont ajoutés sur le dos des chacals pour évoquer le porc épic, et les anguilles adoptent une forme légèrement différente de nos anguilles habituelles. En plus des créatures, Moko doit également travailler sur des environnements comprenant diverses simulations. Il y a notamment une séquence sous-marine qui fut tournée à sec. L'équipe de Moko fut donc chargée de simuler l'environnement sous-marin. Sachant que les deux plus gros challenges en imagerie numérique, c'est l'eau et la fourrure. On peut dire qu'ils ont été servis. Les panoramas extraterrestres sont quant à eux créés en prenant pour référence des paysages bien réels, ceux de Beastie au Nouveau-Mexique et du parc national Bryce, dont les formations rocheuses seront reproduites à l'identique. Pour y parvenir, l'équipe se rend sur place et prend environ 10 000 photos très haute résolution de l'environnement, permettant ainsi de le reproduire fidèlement en 3D. Du côté de Method Studio, il y a 100 plans à livrer, répartis entre leurs studios de Los Angeles, Vancouver et Londres. Au programme, une séquence particulièrement complexe de l'acte 3 dans laquelle Riddick et Boss Jones affrontent une horde de Mud Demons sous une pluie battante. Selon les plans, on apercevra parfois jusqu'à 120 créatures d'un coup, ce qui forcera l'équipe à revoir entièrement son système qui n'était pas conçu pour gérer autant de personnages à la fois. Les animateurs devront également s'assurer que les créatures soient toutes légèrement différentes les unes des autres dans leur façon de se déplacer, histoire qu'on n'ait pas l'impression de voir 100 modèles 3D au cycle de marche copier-coller. Concernant leur déplacement justement, l'équipe a longuement travaillé avant d'obtenir un résultat convaincant. Sur le concept original, le Mud Demon se tenait complètement redressé, et le rendu était assez ridicule. Il fut donc assez rapidement décidé que les créatures seraient penchées vers l'avant avec un centre de gravité beaucoup plus proche du sol. Bref, comme d'habitude avec la saga, il y a pas mal de boulot du côté des effets visuels. Pour ce qui est de la musique, elle est à nouveau confiée à Graham Revel, qui aura officié sur les 3 films de la saga. Et de son côté, Tooie monte le film avec Tracy Adams, qui avait fait partie du trio de monteurs ayant officié sur les chroniques de Riddick. Cette fois-ci, pas de pression de la part d'un gros studio pour couper telle ou telle scène. Tooie peut donc gérer le montage comme il le souhaite. En théorie. Parce que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. N'oublions pas que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Faute de moyens, Tooie n'a donc d'autre choix que de supprimer certaines scènes qui nécessitaient l'ajout d'effets visuels, et notamment la scène finale censée amorcer l'intrigue du prochain film. Il faudra faire sans. Une fois arrivé à un résultat qu'il estime correct, le réalisateur organise une projection auprès d'une 60aine de personnes de confiance. Il ne s'agissait pas d'une projection test à proprement parler, avec questionnaire, remontage, etc. Tooie voulait simplement s'assurer que la narration soit la plus fluide et claire possible. S'il y avait des confusions, alors il ferait le nécessaire pour les corriger. Et une fois le travail achevé, le film est fin prêt pour une sortie à l'été 2013. À la base, on visait plutôt une sortie à l'automne 2012, mais il y a eu des petits retards. Le 6 septembre 2013, soit 9 ans après sa dernière aventure, Riddick faisait son grand retour sur les écrans américains. Et la critique est mitigée. Mais de toute façon, la saga n'avait jamais vraiment brillé à ce niveau-là. Rien de neuf sous le soleil donc. Côté box-office par contre, c'est plutôt positif. Riddick rapporte en effet 98 millions de dollars, soit plus du double de la mise de départ. C'est pas un succès énormissime, mais il fonctionne bien et il se rembourse. C'est déjà pas mal. Le succès est tel qu'Universal accorde une petite rallonge à Tooie pour qu'il puisse finir les quelques plans VFX qui lui manquaient, lui offrant ainsi la possibilité de sortir son Director's Cut en DVD et Blu-ray. Une idée plutôt bien inspirée, puisque les ventes de Riddick au format vidéo rapporteront 23 millions de dollars de plus. Le pari de Tooie et Diesel avait donc porté ses fruits. D'un point de vue financier en tout cas. Parce que pour le côté artistique, c'est plus compliqué. Le film démarre 5 ans après les événements de l'opus précédent, alors que Riddick a été trahi par les Necromongers qui l'ont abandonné sur une planète où il ne fait pas spécialement bon vivre. Mais Riddick étant ce qu'il est, il parvient à survivre pendant quelques mois en trucidant la faune locale si nécessaire. Et puis un jour, il réalise qu'une grosse tempête approche, ce qui le pousse à activer une balise de détresse histoire de quitter les lieux avant que les choses ne tournent mal. Arrivent alors 2 groupes de mercenaires, dont un mené par Boss Jones, le père du Jones de Pitch Black, qui est bien décidé à faire la lumière sur la mort de son fils. Mais alors que tout ce beau monde débarque, la tempête se joint à la fête, permettant aux prédateurs du coin de quitter leur repère boueux pour prendre en chasse le petit groupe. De manière générale, Riddick est considéré comme le maillon faible de la saga, et autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas celui qui ira à l'encontre du consensus. Ceci dit, le film est pas aussi nul que dans mes souvenirs, et si on est clairement face à l'opus le moins bon de la trilogie, il faut quand même lui reconnaître quelques qualités. Ce qui est assez intéressant avec cet opus, c'est le parallèle que dresse Tooie entre le Riddick du film et la saga Riddick elle-même. Quand le film démarre, Riddick est pire que mal en point. Il est laissé pour mort, enterré sous un tas de gravats. Mais le bougre est bien vivant, parce qu'il faut plus que ça pour se débarrasser de lui. Le parallèle avec la saga elle-même est assez amusant. Si tout laissait croire qu'elle serait enterrée suite à l'échec spectaculaire des chroniques de Riddick, Tooie et Diesel se sont fait un malin plaisir de nous prouver le contraire. Ainsi, tout comme Riddick, la saga s'est adaptée pour survivre dans un environnement pourtant particulièrement hostile. La jungle hollywoodienne. Riddick le dit lui-même, c'est de sa faute. Il est
devenu trop civilisé et il doit retrouver son côté animal. Le message est clair. Après avoir pris le risque de se dénaturer en passant à la moulinette hollywoodienne avec les chroniques de Riddick, ce troisième film démarre sur une promesse, celle d'un retour aux sources. Riddick, c'est donc un film beaucoup plus modeste que son prédécesseur, qui troque le grand spectacle et l'exploration d'un univers vaste contre une expérience qui se veut plus viscérale, primaire et minimaliste dans sa narration. Et pendant un temps, ça fonctionne plutôt pas mal mine de rien. Et ça fonctionne parce que Toohey reste un scénariste intelligent qui se fait toujours un malin plaisir de jouer avec les attentes de son public. Dans le premier film, il s'amusait à déconstruire les archétypes de ses personnages. Dans le deuxième, il tordait le concept même de suite. Et cette fois-ci, il va mettre en place un jeu sur les perspectives. Dans l'acte 1 du film, on suit un Riddick solitaire qui fait de son mieux pour survivre sur cette planète où absolument tous les êtres vivants du coin se sont passés le mot pour essayer de lui faire la peau. Et ce côté seul contre tous, et surtout contre la nature, ben il est plutôt cool. C'est inédit dans la saga, et c'est plutôt plaisant à suivre. Les premières minutes du film sont particulièrement réussies, nous présentant un Riddick plus bas que terre, blessé et véritablement mal en point. La saga nous avait auparavant habitué à un personnage badass et sans peur, qui avait constamment 3 coups d'avance sur ses ennemis et qui se sortait toujours des pires situations avec une bonne punchline en prime. Mais ici, pour la première fois de la saga, on sent une véritable peur dans son regard et un manque total de maîtrise de la situation dans laquelle il se trouve plongé. Et si on se doute bien que le personnage va survivre, parce que le titre du film c'est littéralement son nom, la tension est pourtant bien présente. Malheureusement, suite à cette intro, le film revient vite en terrain connu et l'on retrouve donc assez rapidement le Riddick qu'on connaissait. Pour le coup, je trouve assez dommage que Toohey n'ait pas totalement assumé ce parti pris d'affaiblir son héros. Ainsi, plutôt que de le voir évoluer petit à petit tout au long du film pour redevenir le Riddick qu'on connaissait, on doit se contenter d'une simple ellipse et hop, Riddick est soudainement redevenu Riddick. Une occasion manquée d'après moi. Bref, Riddick retrouve donc son côté primitif et finit par devenir lui-même un des prédateurs de cet écosystème. Ainsi, on aura passé le premier acte du film seul avec Riddick, qui aura bien évidemment été établi comme le héros. Sauf qu'on le sait très bien, Riddick, c'est pas vraiment un héros. Dans l'acte 2, les mercenaires débarquent et c'est un nouveau film qui démarre. Un film dans lequel on voit un groupe de chasseurs de primes devenir les proies du tueur impitoyable qu'ils étaient venus traquer. Un scénariste lambda aurait fait de cet acte 2 la continuation logique du premier, en suivant le point de vue de Riddick. Mais là, Toohey s'emploie une fois de plus à déjouer nos attentes, en alternant habilement entre les deux facettes de son personnage principal. À la fois héros dans l'acte 1 et implacable serial killer dans l'acte 2. C'est simple mais assez efficace, sans oublier ce petit côté pulp qui fonctionne plutôt bien avec ce Riddick qui combat des gros monstres sur une planète déserte. La seule véritable ombre au tableau se trouve finalement dans les limites budgétaires perceptibles, le côté artificiel des environnements numériques sautant clairement aux yeux, et ce malgré une volonté de soigner l'esthétique générale qui résulte parfois en quelques plans réussis. Mais de manière générale, ça passe. Jusqu'à ce que ça finisse par foirer. Parce que l'acte 3 décide purement et simplement de partir sur une repompe de Pitch Black, en moins bien évidemment. On remplace simplement l'éclipse par une tempête et les bioraptors par les Mud Demons. Autrement dit, Toohey se jette à corps perdu dans le piège qu'il voulait à tout prix éviter avec les chroniques de Riddick. La suite remake. Le problème déjà, c'est que c'est flagrant. On n'est pas sur du clin d'œil, on est quelque part entre la paresse et l'aveu d'échec. Et ensuite, bah, c'était vraiment pas nécessaire. Le film aurait très bien pu se contenter de la dynamique Riddick versus les mercenaires. Il y avait suffisamment de matière pour raconter une histoire qui se tienne sans forcément tomber dans la répétition pure et simple du film original. Après on était prévenus, hein, il avait dit que ce serait un retour aux sources. Mais là quand même, c'est un peu exagéré. C'est d'autant plus dommage que l'introduction du père de Jones suffisait amplement à créer un pont avec Pitch Black. Pour ce qui est de cette intrigue, ça fait plutôt bien le taf, Jones Senior étant un personnage intéressant à suivre, très différent de son fils et interprété avec talent. Et effectivement, le regard particulier de Nable apporte une dimension tragique bienvenue à sa performance. On y perçoit bien la souffrance d'un père qui a perdu son fils. Bon par contre, effectivement, au niveau de l'âge, il y a un truc qui cloche. Matthew Nable et Cole Hauser, ils ont 3 ans d'écart. Mais bon, on va dire que c'est à cause des voyages spatiaux. Des sommeils cryogéniques, tout ça. Pour ce qui est du reste du casting, disons qu'il fait de son mieux pour assurer malgré une écriture pas toujours inspirée. Toohey ayant apparemment du mal à créer des personnages aussi attachants et intéressants que ceux de Pitch Black. Mis à part Jones, on se retrouve donc avec une bande de personnages unidimensionnels au possible, dont le sort nous importe finalement très peu. Le chacal de Riddick était plus attachant. Et la palme du personnage le plus mal écrit de la saga revient à Dal, la sniper incarnée par Katee Sackhoff. À l'origine dépeinte comme une femme forte, elle finit par être réduite à ses attributs physiques dans une scène où Riddick lui-même devient détestable avec ses remarques de gros bof. Quant à la conclusion, c'est un sommet de conneries, puisqu'après avoir bien mis en avant le fait qu'elle était lesbienne, elle finira par céder aux avances bien bof de Riddick à la fin du film. À se demander ce que Toohey avait en tête quand il a écrit ces scènes. Bref, c'est pas vraiment une réussite non plus en ce qui concerne les personnages. Autre regret, aucune mention n'est faite de la mort de Qi'ra. Rien. Ça aurait pu être un trauma intéressant à explorer du côté de Riddick, histoire d'approfondir le personnage, mais non. C'est comme si ça ne s'était jamais passé. Alors que s'il y avait bien un point sur lequel il aurait été intéressant de revenir, c'était celui-là. Le dernier gros reproche que je pourrais faire à Riddick, c'est sa nature même d'épisode de remplissage. Parce que mis à part la scène de fin de la version Director's Cut, le film ne fait absolument pas avancer l'histoire globale de la saga. Derrière tout ça, on sent la volonté de tester le public avant d'envisager d'aller plus loin narrativement parlant. Mais le problème, c'est que du coup le film ne va nulle part.
Tout ce qu'on sait, c'est que Riddick veut partir explorer Furia, sa planète d'origine. Et c'est assez frustrant, parce qu'après 9 ans d'attente, forcément on espérait plus. Mais malheureusement, en revoyant le budget à la baisse, les ambitions narratives ont également été mises sur le carreau. Du coup, si Riddick s'inscrit bien au sein d'une saga, avec Boss Jones pour faire le lien avec Pitch Black et les Necromongers pour faire le lien avec les Chroniques, il n'empêche que ce troisième film semble faire du surplace. A l'origine, le personnage de Vakko devait mourir en se sacrifiant pour sauver la vie de Riddick. Le truc, c'est que Diesel trouvait dommage de se débarrasser du personnage de cette façon, poussant Toei à lui concocter un autre destin. Tiens, et tant qu'on en est à parler des idées abandonnées en cours de route, il était également prévu que She-Ra fasse son retour. Peut-être pour le prochain film. Riddick n'est donc pas la réussite que les fans espéraient. Si le film parvient à assurer son job de série B de science-fiction en profitant d'un bestiaire assez cool et d'une direction artistique solide, il finit malheureusement par se casser la gueule en offrant rien de plus qu'un remake déguisé du film original, sans âme ni effet de surprise. Malgré d'indéniables qualités, il reste donc un épisode anecdotique, bien loin de ce à quoi Toei nous avait habitués jusqu'à maintenant dans la saga. Bon et du coup, suite ou pas suite? Quand Toei et Diesel ont commencé à travailler sur ce troisième opus, ils ont également réfléchi à la suite, qui prendrait la forme de 2 films. Et ces 2 films auraient tout simplement suivi le schéma qu'ils avaient en tête à l'époque des Chroniques. Le premier aurait donc mis les Necromongers au premier plan et aurait pris place au sein de l'Antéverse. Ce qu'annonce la fin du Director's Cut, où l'on apprend que Vakko est parti explorer cet univers. Le truc, c'est que cet opus aurait été très ambitieux et donc coûteux. On aurait été plus proche des Chroniques de Riddick en termes d'échelle. Un pari d'autant plus risqué que Toei et Diesel tenaient à conserver un classement R. Pour lancer la production de ce 4e volet, il aurait donc fallu que Riddick fasse un carton en salle. Et comme on l'a vu, c'est pas ce qui s'est produit. L'alternative aurait donc été de passer directement à l'opus suivant, dans lequel Riddick aurait fait son retour sur la planète Furia pour conclure la saga pour de bon. Et c'est donc bel et bien ce qui est prévu. Le 4e film, Riddick Furia, toujours écrit et réalisé par David Toei, a été tourné à l'été 2024. Et à l'heure actuelle, on est dans l'attente d'une date de sortie. Mais comme c'est parti, ce sera pas pour cette année. On peut donc s'attendre à ce que la saga Riddick se conclue en 2026. Ne reste plus qu'à espérer que Toei nous offre un opus plus abouti et ambitieux que le 3e volet, histoire de finir sur une note positive. On croise les doigts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à HelloFresh de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description ou de scanner le QR code pour avoir droit à 2 mois de fromage offert et des repas à partir de moins de 3 € par portion. N'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt. Salut!